et bienvenue dans Amis, le podcast très sérieux sur Twin Peaks où l'on fantasme sur des hommes qui ont le double de notre âge. Salut, moi c'est Marie et... I am not your food. Et moi c'est Anaïs, et après un petit voyage de 2 semaines dans la Black Lodge, c'est-à-dire le Festival de Cannes, je suis très contente d'être de retour à vos côtés et à tes côtés, Marie. Moi aussi je suis très contente. Cette semaine, on revient à une intrigue un peu plus terre-à-terre après les envolées surréalistes de l'épisode 8. T'en as pensé quoi de ces 2 épisodes ? C'est reposant. Les envolées surréalistes, justement, manquent un tout petit peu. Ça y est, t'es accro maintenant. Ouais, non, après, il y a quelques moments absurdes quand même, donc forcément. Mais non, c'est très bien. Bon, je dois dire que ces épisodes contiennent la scène la plus insoutenable, pour moi, de tout Twin Peaks. Je sais pas si tu sais laquelle c'est, mais... Je pense que c'est peut-être celle où elle se gratte l'aisselle. C'est vraiment horrible. Ouais, je peux pas avoir cette scène. Je suis là, oh non, pas les selles, pas les selles, pas les selles. Ah non, c'est horrible. En plus, quand elle se gratte, il y a vraiment le bruit qui va avec. Ça fait... Ouais, voilà. Et en plus, elle a des chicots, mais tout pourris. Enfin, il y a rien qui va chez cette meuf, la pauvre. C'est ça. Donc, pour les gens qui n'auraient pas vu l'épisode, c'est une jeune femme qui a l'air d'être très amie avec Monsieur Crack, C'est ça. qui dit qu'elle a une espèce d'irritation bizarre sous les selles. Et donc là, elle lève les selles et elle commence à se gratter et c'est tout rouge. Et c'est mais vraiment insoutenable. Pour moi, c'est pire que n'importe quel autre moment de cette série. Je peux pas. Et à chaque fois, je me cache le visage tellement c'est horrible. Voilà. Merci David Lynch encore pour ce beau travail sur le son et l'image absolument dégoûtant. Avant de plonger dans ces 2 épisodes, Marie, on va quand même écouter tes prédictions de la semaine dernière. Précédemment dans Annie. Moi, je pense qu'il va y avoir David Bowie. Là, je le dis. Parce que Bad Coupe va essayer d'aller dans la ferme où Ray est parti et Ray est en contact avec le mec qui est joué par David Bowie. Je pense que quand même, là, Dougie se réveille un petit peu. Parce qu'il y a eu le moment où il s'est défendu et tout ça. Et de plus en plus, il a des petits moments quand même. Je pense que ça va continuer vers cette voie. Bon, forcément, je pense que Gordon et Albert est ami, et peut-être aussi Diane vont apprendre que le Bad Coupe s'est enfui de prison. Mais il y a aussi toujours ce meurtre de Major Briggs qui reste dans les airs. Donc il va falloir régler ça aussi, quoi. Enfin, Marie n'a pas tout juste. Je suis tellement soulagée. Il n'y avait pas David Bowie, par contre, il y avait un sac de Cheetos, ce qui pour moi est à peu près la 2e meilleure chose après David Bowie sur cette planète. Donc voilà. Même s'il est tenu par Bad Coupe. Ouais, mais justement, ça me l'a fait aimer un petit peu, parce qu'en plus, c'est un cadeau qu'on lui fait, genre, et tu sens que ça veut dire quelque chose. Et j'étais là, oui, c'est vraiment un de mes snacks préférés. On m'a même fait livrer des Cheetos pour mon anniversaire des États-Unis. Donc c'est dire à quel point. On les a livrés chez moi. Oui, voilà, pour la surprise. Mais oui, je comprends. En 30 secondes, Marie, est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé dans ces 2 épisodes ? Richard Horne est établi comme le pire salaud de l'histoire de Twin Peaks, et pourtant, il y a de la compétition. Hein. Albert vit enfin l'histoire d'amour qu'il mérite. Dougie est gaulé comme un sauveteur d'Alerte à Malibu. J'étais très troublée. Et il s'envoie en l'air avec Jenny E dans une des scènes les plus drôles et gênantes de Twin Peaks. Et Bobby est toujours aussi dreamy, quoi. Ah, tellement. Oh là là. Est-ce que tu as des questions cette semaine ? Une de mes questions, c'était où est David Bowie ? Donc voilà, j'en ai que 2 ou 3. Oui, alors quand même, entre le personnage joué par Caleb Landry Jones, qui est l'accro, l'addict, là, qui frappe sa petite amie, et Richard Horne, qui est le plus gros salaud de l'histoire, ils ont tous les 2 la même génération, c'est tous les 2 des horreurs de Twin Peaks. On se demande un peu s'il y avait un truc dans l'eau à ce moment-là qu'on donnait aux enfants à Twin Peaks pour leur génération. Voilà. En tout cas, il y a quand même une théorie sur le fait que la saison 2 s'est terminée juste avant leur naissance, on peut dire à peu près, puisqu'ils ont la vingtaine. Ça s'est terminé sur l'ouverture de la Black Lodge. Donc peut-être qu'effectivement, Twin Peaks a un peu basculé du côté obscur. Voilà. Deuxième question, est-ce qu'ils ont utilisé un autre acteur pour le corps de Kyle MacLachlan ou est-ce qu'il est aussi bien gaulé, quoi ? Ça, je sais pas, mais je pense que tu peux lui demander sur Twitter, c'est ça qu'il répondra. C'est vrai. Et dernière question, où est Audrey, quoi ? Où est Audrey ? T'as des théories sur où est Audrey ? J'aimerais bien qu'elle arrive bientôt. En même temps, je pense qu'elle a fui son fils, parce que je pense que Richard est son fils, et franchement, si c'était mon fils, j'irais très très loin aussi. C'est clair. Bon, y a pas mal d'intrigues qui commencent à converger dans ces épisodes, puisqu'on se rapproche quand même pas mal de la fin, mais ça reste assez éparpillé. C'est quoi tes moments préférés dans ces 2 épisodes ? Les moments qui m'ont fait le plus rire, c'est vraiment Jenny E qui se rend compte que son mari est en fait hyper bien foutu et qui est ultra attiré par lui. Et d'un coup, toute son attitude change complètement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé.
Et aussi la petite scène où il regarde le drapeau américain. C'est pas l'hymne qui passe derrière, c'est America, America. C'est une des chansons les plus connues aux États-Unis qui joue toujours avant les matchs de foot ou des choses comme ça dans les grands événements. Ce passage est très beau aussi avec la femme qui passe avec ses escarpins qui sont rouges, qui rappellent aussi le drapeau, et son rappel autour de la prise électrique, parce qu'on est dans Twin Peaks, voilà. Jamie, qui a aussi des chaussures rouges juste après quand elle le drague. Ah oui. Donc il a un petit truc pour les chaussures rouges. Et donc on reste sur Dougie, qui est vraiment ta partie préférée de The Return. Ça me fait toujours rire. Après, j'ai bien aimé aussi les scènes avec les blondes là, habillées en rose, Candy et tout ça. Ouais. C'est marrant, il y a un petit côté Candy, Mandy et Randy. Voilà, c'est ça. Elles, je les ai bien aimées. Ah oui, et bien sûr, toutes les scènes avec Albert, quoi. Évidemment. Je pense qu'on peut dire que ces épisodes sont séparés en 3 intrigues qui ont évidemment des liens entre elles, mais il y a d'un côté ce qui se passe à Twin Peaks, ce qui se passe à Las Vegas et tout ce qui se passe avec l'enquête du FBI. Dans cette dissertation, c'est le plan en 3 parties. Bah non, mais c'est assez compliqué de suivre, donc j'essaye de rendre ça un peu plus digestible pour les gens qui nous écoutent, tu m'excuseras. Et donc, je pense qu'on peut commencer effectivement par petit 1. L'enquête du FBI, donc avec Gordon Cole, Albert, Tammy et Diane. Donc déjà, on a la confirmation, si on ne l'avait pas encore eu, que le cadavre de John Doe, c'est effectivement Major Briggs, qui a 25 ans de moins que ce qu'il devrait avoir, et qui n'a pas de tête, et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais il était en hibernation, apparemment. C'est ça, dans The Zone. Il y a The Black Lodge, il y a The Zone, et il y a... on ne sait pas trop quoi d'autre. En gros, tous les agents du FBI commencent à se rapprocher de Bill Hastings, notre proviseur qui donc était soupçonné d'avoir tué Rose Davenport au tout début de la série, qui nous resserre une scène d'interrogatoire exceptionnelle où vraiment il donne tout ce qu'il a. C'est ma citation préférée de la semaine, c'est quand il dit We were supposed to go to the Bahamas. Et après quand il dit I want to be scuba diving. Vraiment, mais Matthew Lillard, exceptionnel, un grand retour de cet acteur quand même avec Twin Peaks The Return. Et donc c'est Tammy qui l'interroge et qui prouve encore une fois son grand talent. Elle l'interroge et elle découvre effectivement que Bill Hastings et son amante Rose Davenport étaient en train de faire des recherches sur une dimension parallèle qu'ils appellent The Zone. Et que donc, juste avant que tous ces événements un peu étranges se produisent, ils ont réussi à pénétrer dans la zone, qu'ils y ont croisé le Major Briggs, et que à la dernière minute, le Major Briggs a perdu sa tête et Rose Davenport est morte, et lui, Bill Hastings, s'est réveillé chez lui, alors qu'il devait aller aux Bahamas, et donc il est un peu traumatisé, le pauvre. En voyant cette scène, j'ai repensé à lui au début de la saison. C'est toujours comme ça avec les polars, mais quand tu revois, t'es là, il avait l'air quand même assez serein, enfin, il était un peu, tu sentais qu'il mentait ou des choses comme ça, mais quand on est venu le chercher chez lui, il n'était pas non plus complètement traumatisé, prostré dans un coin après ce qu'il avait vu. Après, il a pu se dire que c'était un rêve. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui s'est produit parce que dans la version, d'ailleurs, au tout début de la série, il dit « J'ai rêvé que j'étais chez elle ». Ça. On peut revenir en arrière et se dire qu'il y avait quelque chose d'un petit peu... Oui, mais après, c'est l'écriture des séries policières. Donc, après les bombes et les extraterrestres, on a cette histoire de dimension parallèle. Tu kiffes cette arrivée dans la série ? C'est marrant parce que moi, je ne l'ai pas vécu tant que ça comme une arrivée, parce que pour moi, la Black Lodge et la White Lodge, c'est déjà des dimensions parallèles. Donc, j'ai l'impression que c'est juste un autre nom parce qu'il ne sait pas que ça s'appelle la Black Lodge, le pauvre. Mais après, je ne suis pas sûre que ce soit exactement ça, parce que si c'est là où Major Briggs a hiberné, c'est peut-être pas là exactement, mais peut-être qu'il y a un entre-deux, une sorte de purgatoire entre la White Lodge, la Black Lodge, où tu vas te reposer pour fuir. Il y a toute cette histoire aussi, on comprend que le Major Briggs était là-bas aussi pour se cacher de quelqu'un, donc j'imagine que c'est de bad coupe. Donc, je sais pas, peut-être qu'il a créé sa propre zone où il méditait pendant... J'en sais rien. Honnêtement, j'ai regardé, j'étais ok, oui, juste un autre truc. J'étais pas très surprise. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, c'est comme dans The Walking Dead où chaque ville a un nom différent pour les zombies, sauf qu'ils les appellent jamais les zombies. Mais moi, j'aime bien le fait qu'ils appellent ça la zone parce que ça rajoute un petit côté trilogie du samedi, tu vois. Oui, que je trouve assez agréable. Un peu Dark Angel. Ouais, voilà. J'aime bien. Mais je sais que la partie de cette intrigue qui t'intéresse le plus, dont tu voulais vraiment, vraiment parler, c'est Albert. Albert. Là, il est parfait. L'homme de ta vie. Franchement, je sais pas trop comment l'expliquer. Vas-y, essaye. Non, mais déjà, on va l'entendre. J'étais à fond. Parce que Albert connaît une petite histoire d'amour, ou en tout cas, il a un petit coup de foudre pour Constance, la médecin légiste de la ville où a été tué Major Briggs, ou en tout cas où le corps de Major Briggs a été retrouvé. Et le courant passe tout de suite, et j'étais très, très excitée. Wouh! La tension sexuelle!
On dirait que t'es devant une finale de foot. C'est un peu ma finale de foot, Anaïs. C'est clair. Bon, déjà, j'aime beaucoup que ce soit pour elle qu'il ait un intérêt, parce que c'est une femme de son âge, ou en tout cas qui s'en approche, je pense. Que c'est une femme où on sent tout de suite que ce qui lui plaît chez elle, c'est qu'il reconnaît en elle une intelligence et un sens de l'humour qui lui parle. It turns out that William Hastings, along with the help of Ruth the librarian, was researching and publishing some strange little blog about some alternate dimension. This from the principal of your local high school. Not to mention marble champion of the 6th grade. When did he lose his marbles? When the dog got his cat's eyes. Et du coup, je trouve ça très séduisant de sa part à lui aussi, parce que ça révèle quelque chose de lui. Pourquoi tu rigoles? Non, mais j'adore ce crush improbable, en fait. Enfin, même si je comprends, parce que oui, déjà dans les premières saisons de Twin Peaks, tu l'aimais beaucoup et c'est un personnage qui est génial. Mais le fait qu'il t'émoustille à ce point, je trouve ça assez génial. Bon, il faut bien trouver quelqu'un déjà. C'est plus Dougie, quoi, excuse-moi. C'est clair. Et Bobby, il est hyper charmant, mais il est con comme un balai. Et oui, en et fait, puis on le voit 5 secondes par voilà, épisode. exactement. Et c'est pas du tout original, mais j'ai tendance à être très séduite par les hommes intelligents. Alors que moi, j'adore les cons, comme Joey. C'est vrai. Mais pas dans la vraie vie, Anaïs. Bon. L'intelligence est un énorme facteur pour moi. Il incarne vraiment ça, Albert. Forcément, je le trouve très, très séduisant. Et en plus, il a une espèce d'assurance qui ne tombe jamais dans l'arrogance, que je trouve aussi séduisante et sexy. Même dans sa démarche, dans sa façon de se comporter, tu sens qu'il a confiance en lui, qu'il a une assurance très naturelle, sans avoir toute la toxicité qui peut aller avec ce genre de confiance en soi, parfois chez un homme. Du coup, il a tous les aspects positifs de la confiance en soi qui, forcément, est un facteur de séduction, hein, sans avoir les aspects négatifs. Mais toi, tu le trouves pas Enfin, en tout cas, je fais pas ouh. Mais évidemment, enfin, j'adore le personnage et j'adore cette scène de date qu'on voit après où il est au restaurant avec elle parce que effectivement, c'est quelqu'un qui est très pince sans rire, qui sourit jamais, mais du coup le voir, il tend la main et avoir une petite émotion et une petite tendresse pour un personnage, forcément, on adore ce genre de cliché du mec qui est un peu fermé ou qui est toujours un peu froid, mais qui en même temps sait se montrer vulnérable quand il le faut. Donc oui, je comprends tout à fait et j'aime beaucoup dans cette scène le fait que on a Gordon Cole, donc joué par David Lynch, qui observe au loin la scène et qui les regarde avec beaucoup de bienveillance parce qu'on sent le réalisateur qui regarde aussi avec bienveillance ses acteurs, quoi. C'est très mignon. Oh, Albert, il a une date. Oh. Oh là là. Voilà. À Twin Peaks, l'enquête avance aussi, et d'ailleurs c'est un petit peu la même enquête, mais de ce côté-là, on a Bobby, notre autre beau gosse de Twin Peaks The Return, qui rend visite à sa mère, accompagné de Hawk, etc., etc. Etc. Il y en a, ils sont que 3, il y a Truman, Hawk et lui. Et shérif Truman numéro 2. Et tous les esprits qui flottent autour. Voilà, c'est ça, et les hiboux. Rendent visite à la mère de Bobby, qui, on l'apprend, avait entendu une prophétie de la part du Major Briggs il y a 25 ans, qui lui avait dit que dans 25 ans, ou en tout cas un jour, Bobby, Sheriff Truman et Hawk lui rendraient visite et lui poseraient des questions. Et donc elle dit, voilà, j'attendais ce moment, donc je suis prête, je suis pas du tout surprise. Et là, elle leur montre un petit passage secret dans son fauteuil, comment on dit? C'est un bout de bois qui s'ouvre dans son Voltaire. Et voilà, une ouverture secrète. Et à l'intérieur, il y a une espèce de petit tube en métal qui vont ouvrir. Moi, j'adore parce que je trouve ça hyper ludique, en fait. Enfin, vraiment, on a l'impression de regarder le Club des 5 version Twin Peaks. Et donc, ils ouvrent ce petit tube en métal dans lequel ils trouvent... il ouvre, déjà, il faut le balancer par terre 2 fois, il faut l'écouter. Ça sonne, etc. Mais j'adore, c'est une petite énigme dans l'énigme. Et ensuite, ils ouvrent ce petit tube dans lequel il y a des inscriptions, des dates, des chiffres, des coordonnées. Il y a marqué Cooper aussi. Voilà, Cooper, qui était le message déjà que Major Briggs avait montré à Cooper il y a 25 ans. Et il se trouve que les dates indiquées sur ce papier, c'est dans 2 jours. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 2 jours? On ne sait pas. Mais c'est à Jack Rabbit Palace. Voilà, ce lieu qui, moi personnellement, ça m'a beaucoup ému puisque le Jack Rabbit's Palace, c'est le lieu imaginaire de l'enfance de Bobby où il se rendait avec son père et comme vous le savez tous, la relation entre Bobby et son père m'émeut énormément. On attend la découverte du Jack Rabbit's Palace, mais déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ces scènes?
Je suis d'accord avec toi, en fait, ce qui fonctionne, bon, déjà, t'as l'aspect énigme et on avance un peu dans l'intrigue, mais en fait, ce qui fonctionne beaucoup, c'est l'aspect émotionnel parce que, justement, à chaque étape, on comprend que le Major Briggs croyait en son fils et il croyait tellement en lui qu'il savait qu'il serait là pour réceptionner tout ça et qu'il saurait déchiffrer les codes. Et en fait, chaque étape de l'énigme a été conçue pour son fils spécifiquement. Il y a quelque chose de très émouvant là-dedans, quoi. C'est assez touchant. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que c'est ce qui m'émeut aussi quand je revois maintenant la scène du diner. Oui, dans tu sais ce qui se passe après. Donc, Voilà, c'est ça. Lui, la confiance absolue qu'il a en son fils et Bobby, le bien que ça lui fait de savoir que son père a confiance en lui comme ça, c'est vraiment très beau, quoi. Par contre, on a une autre visite familiale Beaucoup dans moins la sympa. section Twin Peaks, voilà, qui est beaucoup plus perturbante, et c'est Richard Horn qui rend visite à sa grand-mère, donc la mère d'Audrey. Oui. Donc, on comprend que c'est le fils d'Audrey. C'est horrible, la pauvre, putain. Mais je me disais surtout, la pauvre, la mère d'Audrey. Imagine, ton mari, c'est Horn, là, comment il s'appelle Ben Horn. Franchement, c'est pas un bon mari. Ton fils, il se jette dans des murs en courant et tu dois t'occuper de lui. Ta fille a été dans le coma après un attentat et ton petit-fils, c'est un espèce de psychopathe horrible qui vient t'étrangler pour avoir tes bijoux, quoi. Parce que donc Richard Horn, après avoir tué un enfant dans un accident de la route, se rend chez sa grand-mère. D'abord, il tue une institutrice. Il tue la témoin Oui, voilà. de l'accident de manière assez horrible. Qui est un peu con quand même parce qu'elle lui dit tous les trucs qu'elle a fait pour le dénoncer, comme ça il peut l'intercepter, quoi. C'est clair. Go away, Richard. Hey, I just want to talk to you. I already told the police it was you who ran over the little boy. You already told the police? Yes. Tell anybody else? No. But I don't know why you're not arrested, so I also wrote a letter. Sent that letter today? That's right. C'est horrible de revoir cette scène, en fait. À chaque fois, je suis là, mais tais-toi, pourquoi tu racontes ça? Et d'ailleurs, il y a ce plan où il va la voir, elle habite dans une caravane, et en fait, on voit son reflet à lui dans la porte de la caravane, et ça fait penser à Bob dans le reflet des miroirs qu'on voyait dans les saisons précédentes. Donc, très clairement, on sent l'aspect maléfique de ce personnage. Et donc, ensuite, il va chez sa grand-mère pour l'agresser et lui voler tout ce qu'elle a, donc bijoux, argent. Donc, c'est assez horrible à voir. Et j'ai pas du tout aimé. Non. Oh là là, eh oh. Waouh. C'est déprimant. Ouais, c'est vraiment déprimant. Tout ça alors que Johnny, donc le frère d'Audrey, est ligoté à une chaise pour être empêché de se refracasser la tête contre un mur. Et il est face à un nounours avec une boule en plastique avec un visage dessiné dessus qui arrête pas de répéter « Hello, Johnny. How are you today? Hello, Johnny. How are you today? Hello, Johnny. How are you today? » D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué... Anaïs a un pendentif de la boule. Et si tu ouvres la boule, à l'intérieur, il y a un petit message qui dit « Hello, Johnny, how are you today ?» Tu l'as acheté où? En fait, c'est un truc que j'ai reçu. J'avais commandé un porte-clés Eraserhead, qui est le premier film de David Lynch. Et avec, j'ai reçu ce collier. Donc, la personne qui le fabriquait était sans doute une énorme fan de David Lynch. Et donc, voilà. Je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était la bonne occasion pour le porter. Ouais, je l'avais jamais vu. C'est vrai que tout à l'heure, je me disais, qu'est-ce qu'elle a autour du cou? Ce truc un peu étrange. Voilà, donc cette scène est clairement très angoissante avec la répétition, encore une fois, du Hello, Johnny, qui est horrible, horrible, horrible. Et ce personnage qui n'a vraiment aucune qualité rédemptrice. Richard, c'est un peu un Bob, quoi. Il a vraiment rien pour lui. Ouais. D'ailleurs, tu as encore une théorie avec ce personnage. Allez, c'est parti. La première théorie, c'est que on sait que Bad Coop, quand il est sorti de la Black Lodge, a rendu visite à Audrey. C'est la dernière fois qu'on l'a vu, en fait, avant qu'il quitte Twin Peaks. Alors, c'est une théorie un peu folle, hein, mais... mais je me dis, Richard, d'où il vient son côté un peu horrible, quoi. C'est peut-être que Bad Coop est son père. Ce qui voudrait dire qu'il a fait des trucs à Audrey pendant qu'elle était dans le coma, et ça, c'est vraiment fucked up, quoi. C'est du viol. Bon, c'est ma première théorie qui est vraiment horrible. J'espère que c'est pas ça, parce que là, c'est tellement glauque. C'était une théorie très populaire au moment où les épisodes ont été diffusés. D'accord. Ouais. Et ma deuxième théorie, c'est, comme tu dis, la Black Lodge a un peu été ouverte au moment
ou à la fin de la 2e saison, c'est aussi le moment où Audrey s'est retrouvée dans le coma. Elle était peut-être enceinte à ce moment-là parce qu'on l'a vu perdre sa virginité juste avant, donc c'est possible qu'elle ait eu avec l'autre Zozo là. Je sais plus Avec comment ça- Cal de Titanic. Ceci dit, si c'est leur fils à tous les deux, ils ne ressemblent à aucun des deux, donc pas super casting. Mais peut-être qu'il y a un truc où il a eu un dérèglement cérébral pendant l'explosion, ou peut-être que c'est parce que la Black Lodge a été réouverte et qu'à ce moment-là, comme elle était dans le coma, elle était dans un moment de vulnérabilité. Et en plus, il y a toujours des histoires avec le coma, avec le fait d'être entre deux mondes ou des choses comme ça. Peut-être qu'il y a eu une ouverture et qu'elle a été un peu infectée. Je sais pas. C'est un peu mes 2 théories parce que je me demande d'où sort. Il est quand même le mal incarné. C'est Ouais. pas comme s'il avait, comme tu dis, il a aucune qualité rédemptrice. Donc, pour être le mal incarné comme ça, il faut vraiment qu'il soit passé quelque chose, quoi. Et enfin, à Las Vegas, on a l'enquête sur Dougie et tous les gens qui essayent de le tuer et sa voiture qui explose, qui évolue avec un trio de frères, les frères Fusco, qui viennent enquêter et qui donc nous en apprennent un peu plus sur la fabrication entre guillemets de Dougie, puisqu'ils disent qu'ils n'ont rien trouvé sur lui avant 1997. Ah, ils sont frères, j'avais pas compris. Ah, c'est pour ça qu'ils se ressemblent et qu'ils s'habillent pareil. Donc, il y a cette enquête et effectivement, si tu te demandais quand est-ce que Dougie avait été créé, on sait que, a priori, avant 1997, donc quelques années à peine après la sortie de Bad Coupe de la Black Lodge, il n'y a rien sur lui. Et on a aussi Bushnell, son patron, qui dit qu'il a eu un accident de voiture il y a quelques années, avant de travailler pour lui, donc il y a 12 ans, et que depuis, il a un peu des effets résiduels qui expliquent pourquoi il a l'air tout le temps dans les nuages et qui expliquent pourquoi tout le monde est assez patient avec lui alors qui sait rien faire, y compris même pas pisser, quoi. Ce qui est intéressant, et ma question, c'est de savoir, et peut-être qu'on le saura jamais, parce que Dougie n'est plus vraiment là, en fait, c'est de savoir à quel point il était conscient de qui il était, ce qu'il représentait. Peut-être que Bad Coupe, quand il l'a créé, lui a aussi infiltré une mémoire où il se souvenait d'un accident de voiture ou un truc comme ça, ou peut-être qu'il était complice de Bad Coupe d'une certaine manière, je sais pas. Oui, c'est ça, ou alors peut-être qu'il a vraiment eu un accident de voiture, parce que comme c'est une copie qui est donc moins bonne que l'original, il lui manque des cases, très certainement depuis sa création, ce qui expliquerait aussi pourquoi, par exemple, il peut pas procréer, etc. Et donc, peut-être que juste, il sait pas conduire et qu'il a eu un accident de voiture et que c'est comme ça qu'après, par exemple, Janie E a expliqué le fait qu'il était tout le temps un peu à l'ouest, quoi. Oui. On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que Janie E, quand elle emmène Dougie chez le docteur, a une révélation, tu en as parlé, elle voit Dougie torse nu, et là, elle se rend compte que c'est un méga BG. Bah ouais. Et nous aussi. Franchement, j'étais assez soufflée. Oui, moi aussi. Vraiment, on va l'entendre. Oh. Excuse-moi. Quel McLachlan. Bah dis donc, il est bien conservé, le monsieur. Le petit garçon en costard de CE2 a bien grandi. Après, il était déjà bien... bien fait, j'allais dire. Bien fabriqué. Non, mais à l'époque, quand il était en Marcel, déjà, tu te rendais compte qu'il était bien foutu, quoi. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit... prototype. Voilà, ça m'étonnerait pas que ce soit Kyle MacLachlan qui soit toujours bien entretenu. Surtout que je viens de voir Tom Cruise dans Top Gun, et ben, à 60 ans. Mais moi, ma question sur Jenny, c'est qu'est-ce qu'elle foutait avec Dougie avant, quoi. Le mec, il était chum. Il était visiblement dans un état physique de délabrement, selon son médecin, assez avancé. Et en plus, il était complètement neuneux. Donc, je suis là, mais qu'est-ce que tu lui trouvais, quoi, pour fonder ta vie avec lui? Alors moi, j'ai plusieurs théories, mais déjà, je pense que sur le délabrement physique, je pense qu'il n'a pas toujours été comme ça, et que Kyle MacLachlan et Cooper étant très attirants de base physiquement, je pense juste que comme c'est une copie, il se dégrade peut-être plus vite, et que donc très rapidement, il s'est laissé aller à tous ses vices et aux addictions, etc., et aussi à l'alcool, la nourriture, etc. Et par rapport à Janie E, je pense que du coup, déjà, il a pu être plus attirant à l'origine. Je pense aussi qu'on va en reparler, mais il y a quand même toute une réflexion sur les relations abusives dans cette série. Oui. Et ça me surprendrait pas du tout que quelqu'un qui a eu des histoires assez pénibles, voire dangereuses ou violentes, puisse se tourner ensuite vers quelqu'un de très inoffensif, comme les Dougie. Pour moi, c'est pas inexplicable en fait que Janie ait pu se mettre en couple avec un type comme ça, quoi. Ouais. Qu'elle puisse se sentir rassurée, surtout qu'on voit que c'est quand même, elle aime bien porter la culotte, comme on disait il y a 15 ans. Donc, 15 ans. se mettre en couple avec quelqu'un qui l'emmerde pas, qui était peut-être plutôt beau gosse à l'époque et qui est gentil, qui va jamais lui faire de mal, tu vois, ça me surprend pas. Oui, mais en fait, Dougie, on sait qu'il était pas gentil. Le mec, il jouait toutes leurs économies au casino et il a trompé avec des prostituées. Enfin, tu m'excuses, c'est pas le Dougie qu'on connaît. C'est vrai, mais il est inoffensif, je pense, en termes de violence, tu vois.
Tu voulais qu'on parle de la scène de sexe entre Jenny et Dougie. Excuse-moi, oui. Je pense que c'est assez crucial. Puisque donc après cette épiphanie que Jenny a face à son mari, ils rentrent chez eux et là effectivement elle le dévore du regard, voilà, elle le chauffe de ouf. Lui il s'en tape, il est en train de chauffer sa part de gâteau au chocolat et finalement on voit une scène de sexe où elle le chevauche passionnément pendant que lui est un peu Bon, il a l'air de prendre une certaine dose de plaisir, disons. Et puis il a les bras qui battent comme ça sur les côtés. Mais il est assez amorphe. Mais la scène est très très drôle. On va l'entendre. Dougie! 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 Bon, cette scène est très drôle déjà parce que sa tête à lui est incroyable. Ouais. Parce que vraiment, il y a des shots où tu la vois. En plus, c'est des shots assez classiques de films où tu vois la femme chevaucher l'homme et tu la vois de dos. Donc, elle est magnifique. Mais ce qui est marrant, c'est que lui, vraiment, il y a ses bras sur les côtés qui font comme s'il était en train de voler, quoi. Enfin, c'est très bizarre. Et le côté humoristique, évidemment, c'est sa répétition de Dougie. Dougie! 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 Qui est le nom le moins sexy C'est de clair. l'histoire de la planète. C'est comme si elle disait Jean-Michel, enfin, ou un truc. Et elle est vraiment... La scène est très, très drôle. Aussi, bon, je pense qu'il dure longtemps, hein. Enfin, je me suis dit... parce que, en fait, le truc, c'est qu'il ne fait rien. Et elle a l'air complètement comblée à la fin. Mais comme s'il avait, mais satisfaite, mais un truc de malade, alors que, littéralement, il n'a rien fait. Donc, je pense qu'il a une endurance à un certain niveau. Oui, et puis elle se débrouille bien toute seule, je pense. Elle se débrouille bien toute seule, mais enfin, t'as pas besoin de quelqu'un pour te débrouiller bien toute seule, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, tu le regardes pas avec des yeux émerveillés à la fin en te disant waouh, si t'as fait tout le travail, quoi. Mais ceci dit, je me suis un peu posé la question quand même, parce que bon, Dougie a pour l'instant le comportement et l'âge mental d'un enfant, et c'est elle qui le séduit, et il est complètement passif pendant toute la scène, et je pense qu'honnêtement, si les rôles avaient été inversés et que c'était une femme dans ce rôle-là, on regarderait pas la scène de la même façon. C'est une scène qui a une portée humoristique, qui m'a fait beaucoup rire, on l'entend. Il a l'air de prendre ce plaisir, ceci dit. Ouais, à la fin, il est hyper content. Hein. Oui, oui, c'est vrai qu'il est hyper content. Mais sur la démarche de comment ils en sont arrivés là, je me suis un peu posé quelques questions. D'ailleurs, il y a une ellipse narrative qui est bienvenue, parce que du coup, on voit pas un peu comment ça s'est passé, quoi. Après, moi, je pense qu'on est censé le voir comme ça. Je pense qu'on est censé être un petit peu dérangé, malgré tout, par la manière dont c'est filmé. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est à la fois très drôle et très gênant. Et pour ce qui est des bras, justement, en fait, la seule instruction qu'on a donnée à Kyle MacLachlan, c'était d'être allongé passivement, sans rien faire. Et en fait, avec le mouvement de corps de Naomi Watts, ses bras ont commencé à rebondir naturellement sur le lit. Et c'est le directeur de la photographie qui lui a dit « Continuez avec les bras, c'est trop drôle !» Ah non, c'est vrai que c'est génial. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, c'est très exagéré. Ouais. Et donc, ça donne un côté... Oui, en fait, il fait poupée de chiffon. Oui, c'est ça. Ce qui donne aussi le côté un peu dérangeant. Mais après, quand on voit son visage où il a l'air d'être au 7e ciel, on se dit... c'est ça. Cool pour toi, Non, Dougie. mais c'est ça. C'est que tu sens que Dougie, il est content. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça interroge, forcément. On a aussi à Las Vegas les frères Mitchum, qui, moi, vraiment, je les adore. Ah bon. Il y a toute une intrigue. Donc là, on se rend compte qu'ils vont être manipulés par le mec des assurances, l'arnaqueur, là, le collègue de Dougie, pour les faire tuer Dougie, puisqu'il va leur dire que c'est leur ennemi et que c'est à cause de lui qu'ils ont perdu un contrat d'assurance à 30 millions de dollars. Oui, en fait, c'est le collègue qui les manipule, mais derrière, c'est Bad Coupe. Exactement. Qui appelle le mec de Mad Men, qui vend des chips. C'est très compliqué. Non, mais en gros, c'est Bad Coupe qui désespère, il n'a pas l'air désespéré, mais qui a vraiment envie de tuer Dougie, et qui, du coup, essaie de mettre tous les moyens. Et là, c'est le nouveau truc, c'est cette manipulation en utilisant les frères Mitchum, quoi. Voilà, qui sont un peu les gangsters de Las Vegas, mais c'est très drôle parce que c'est les gangsters, ils avaient aussi un contrat sur la tête de Ike the Spike, qui sont bien contents d'annuler maintenant que Ike the Spike a été... Parce qu'ils vont économiser de l'argent. Voilà, ils sont hyper contents et ils se font un fist bump dans les airs qui est assez marrant. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec eux, c'est qu'ils sont assez redoutables quand même. On les a vus tabasser quelqu'un, ils sont pas commodes, mais ils sont très rigolos. Ils sont pas très fut-fut aussi, parce que Non, vraiment, le mec de l'assurance, comment il les manipule, je disais, mais c'est pas possible de pas voir, parce qu'il dit, vous avez un ennemi, hein, je répète, vous avez un ennemi. Il s'appelle Dougie Jones, c'est un ennemi. C'est des grands bonnets, en fait, et moi, c'est pour ça que j'adore ce personnage, parce que c'est un renversement, justement, de ce genre de personnage dans un film noir, où on va avoir les deux frères un peu méchants, et eux, en fait, on comprend qu'ils sont vraiment pas malins. Et
Surtout, j'adore leurs interactions avec Candy, qui est donc une des 3 meufs qu'ils embauchent et qui sont les 3 habillées de manière identique, comme une soubrette. Hein. Oui, un peu des bunnies aussi de Playboy, quoi. Exactement. Qu'on avait déjà vu quelques fois dans le casino et qui ont toujours un peu le regard vide. Enfin, on comprend pas trop si elles sont droguées ou pas. Et là, il y en a une en particulier qui a une scène très drôle où elle essaye de chasser une mouche et elle finit par défoncer la tête d'un des frères Mitchum avec une télécommande parce que la mouche s'est posée sur sa tête. Et ensuite, elle est en larmes. Elle n'arrive pas à se pardonner d'avoir frappé son employeur. Et ensuite, dans le casino, elle fait pas trop ce qu'on lui demande de faire, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au début, on les voit vraiment comme ces meufs totalement soumises. Mais en fait, elle l'est pas du tout. Moi, je sais pas si elle l'est pas ou si elle comprend pas, quoi. Enfin, je crois qu'elle a pas compris ce qu'on lui demande, quoi. Oui, à moins qu'elle soit tellement maline qu'après, elle prétend culpabiliser et tout ça, mais qu'elle avait juste envie de le taper. Mais ça, ce serait génial. Mais c'est vrai que, pour l'instant, on a un peu l'impression qu'elle est juste complètement teubée, quoi. Voilà, moi, je me suis demandé au départ si elles étaient droguées, parce que oui, à Twin Peaks, voilà, on parle quand même beaucoup d'histoires de drogue. Ou si elles sont complètement neuneux, mais j'aime bien le fait que non seulement elle ne fait pas du tout ce qu'on lui demande de faire, et ça irrite énormément les 2 frères, mais ils s'énervent jamais vraiment contre elle, et quand on voit justement plein d'autres hommes dans la série et dans ces épisodes-là être extrêmement violents envers les femmes, eux, ils sont juste là, bon, Candy, tu nous saoules. Mais c'est tout, quoi. Mais c'est compréhensible parce qu'elle est un peu saoulante. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ils s'énervent juste, mais ça reste toujours très poli, très cordial. Candy, go get him. Candy! Yes, sir. Candy, go get him. You want me to bring him here? Yeah. What did he just say? You want me to get him and bring him here? Et donc j'aime bien ça, puisqu'au final, c'est peut-être les mecs les plus respectueux de ces épisodes, avec Candy qui, pour le coup, est vraiment relou, quoi. On va faire une petite théorie du complot. Puisque ça fait déjà quelques épisodes que je voulais en parler. On a le personnage de Ashley Judd qui joue la secrétaire de Ben Horne et Ben qui entendent un sifflement dans l'hôtel, dans le bureau de Ben. À ton avis, qu'est-ce que c'est que ce sifflement mystérieux ? Alors moi, je pense que c'est une espèce de brèche entre notre monde et l'au-delà. Et alors, je sais pas quel au-delà c'est, parce qu'on en a plusieurs dans la série, mais je pense que, comme ils disent, c'est un son qui, moi, m'irriterait profondément, mais qui est assez apaisant, en fait. Ils parlent même d'un son de cloche de monastère. Il y a quelque chose d'assez paisible dedans. Donc, je pense que ce serait plus un lien avec un endroit positif que négatif. Il y a aussi le moment où la Log Lady parle de l'électricité dans l'air à Hawk. Hawk. Electricity is humming. You hear it in the mountains and rivers. You see it dance among the seas and stars and glowing around the moon. But in these days, the glow is dying. What will be in the darkness that remains? Il y a de l'électricité partout, tu l'entends, et en fait, à un moment, elle va disparaître, et dans les ténèbres, qui est-ce qui restera ? Du coup, on comprend que l'électricité, c'est quelque chose de positif, et c'est un peu une lumière. C'est un bruit, un humming, un peu un sifflement un peu constant, ouais, qui rappelle aussi un peu l'électricité, un bruit de lumière ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un truc avec l'électricité depuis le début qui sert de conduit entre la Black Lodge et notre monde à nous. Donc je pense juste qu'il y a un espèce de portail à ce niveau-là, dans l'hôtel. Mais peut-être que c'est représentatif de quelque chose qui a été laissé ouvert en général à Twin Peaks. Je sais pas. Toi, c'est quoi ? Moi, je pense que c'est Josie. Ah, mais j'y ai fait penser aussi. Putain, j'ai oublié parce que je l'avais noté. J'ai dit c'est Josie qui et plus une poignée de porte, c'est une ampoule. Bah ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est Josie qui essaye de leur envoyer un signal et de leur dire, les gars, ça fait 25 ans que je suis dans ce tiroir. Laissez-moi sortir. Si j'étais sur Reddit, j'aurais fait un screenshot du plan où on voit la lampe, parce qu'en fait, avec le reflet sur le mur, ça fait le symbole de la Black Lodge, avec les triangles, tu sais, qui ressemblent à un hibou un peu. Voilà, retournez dessus, faites une capture d'écran. Ah waouh, elle est trop forte. Et comme je sais que tu es une machine à théorie, que tu en as toujours énormément dans chaque épisode, est-ce que tu en as d'autres cette semaine ? Il y a plusieurs moments où tu pourrais avoir une théorie. Déjà, à un moment quand même, Gordon Cole voit Laura. Il ouvre la porte de son hôtel et il voit Laura Palmer. La théorie que j'ai, qui est la plus folle, et celle que je n'aime pas du tout, et je ne veux surtout pas que ce soit le cas,
c'est qu'elle apparaît sur Albert et c'est comme si elle voulait le prévenir de quelque chose. Et je me suis dit, est-ce qu'elle veut le prévenir de quelque chose par rapport à Albert qui serait pas gentil? Mais ça, je refuse d'y croire. Franchement, ce serait une telle trahison, je ne pourrais pas. Mais moi, je pense que c'est plus un rappel dans la série. De toute façon, il y en a plusieurs où, dès le début, à chaque fois, on voit son portrait, quoi. C'est un rappel à Gordon de l'origine de tout. C'est Laura. C'est elle le sujet de tout ça et c'est d'elle d'où ça part et c'est pour le rappeler un peu à la source de tout ça et donc à la source de toutes les enquêtes sur lesquelles il travaille en ce moment qui sont en train de se rejoindre mais qui sont un peu éparpillées. C'est peut-être son subconscient ou c'est un message de l'au-delà pour lui rappeler que c'est Laura. Et d'ailleurs, à un moment, la Log Lady le dit aussi. Laura is the one. Le cœur de tout, c'est Laura Palmer. Ouais. Quoi. Toi, c'est quoi ta théorie? Bah moi justement, c'est par rapport à ce que dit la Log Lady sur Laura is the one. Donc Laura est un peu l'origine. En fait, je trouve que surtout dans ces épisodes, mais dans toute la série aussi, il y a, comme je le disais, un vrai discours, une vraie réflexion sur les relations toxiques, abusives, violentes. On n'a que des hommes qui maltraitent des femmes dans ces épisodes, globalement, à part Janie E et Dougie qui vivent le grand amour. Mais on a donc Richard Horne qui maltraite sa grand-mère. On a le petit ami, enfin le mari même de Becky dans la caravane qui la frappe. Et pendant ce temps, on a Harry Dean Stanton d'ailleurs qui est en train de jouer à la guitare. C'est une très belle scène et puis c'est interrompu par cet accès de violence. Et Candy, en fait, qui justement, elle, va frapper son patron mais qui après n'arrive pas à se le pardonner alors que lui, il s'en fout complètement. Dans la manière dont elle lui dit How can you ever love me? comment tu pourras encore m'aimer après ce que je t'ai fait, on a l'impression de voir la réaction un peu traumatique de quelqu'un qui aurait déjà vécu ce genre de choses et qui va culpabiliser pour tout ce qu'elle fait, en fait. Comme une femme serait amenée à le faire dans une relation toxique, on lui dit tout le temps que c'est de sa faute, ce que fait d'ailleurs le mari de Becky. Donc je pense qu'en fait, voir Laura à ce moment-là n'est pas anodin parce que c'est un rappel, en fait, de la source de tout ça, qui est quand même la violence sexiste et la violence patriarcale qu'on a pu constater dans toute la série. Et là, voilà, on a encore une fois un signe que Laura était peut-être à l'origine de tout ce mal qu'on peut voir dans la série, puisqu'en plus, comme on l'a vu dans l'épisode 8, il y a cet aspect quand même mythologique à Laura et le fait qu'elle a été envoyée peut-être pour contrer Bob, etc. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le lis. C'est marrant ce que tu dis par rapport au mari de Becky. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien entre lui et Richard. Aussi parce qu'il y a Harry Dean Stanton dans cette scène, parce que ça rappelle évidemment la scène dans le parc où il est en train de profiter d'un moment de grâce avec justement l'enfant qui court devant lui, avec le soleil et où il profitait, et que tout ça est gâché par ce salopard de Richard. Et là, c'est pareil, il est en train de jouer une chanson et c'est encore un moment de grâce, et c'est interrompu par un mug qui vient fracasser une vitre et atterrir devant lui, et c'est en fait parce que le mari de Becky est en train de la frapper. Et donc, c'est à chaque fois, il est interrompu dans des moments de perfection et d'équilibre par ces présences maléfiques. Et c'est ces deux hommes qui sont de la même génération. Et le parallèle est assez clair, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Surtout, on en avait parlé à Harry Dean Stanton, qui a ce visage, quoi, qui est hyper paisible et attachant, et qui représente le bien. Et ces hommes-là représentent le mal, très clairement. Si c'est le thème récurrent de Twin Peaks, là, comme tu le dis, on a une des illustrations de ce thème-là qui est assez claire. On a aussi un autre moment qui a fait s'emballer ton cerveau, comme d'habitude, c'est le moment où Diane reçoit un texto qui dit « Autour de la table, la conversation est vivante ». Oui, et on sait que c'est Bad Coupe qui a envoyé ce texto parce qu'on le voit l'envoyer plus tôt dans l'épisode. Donc, elle a reçu un texto de Bad Coupe et elle lui a répondu. On l'apprend plus tard. Parce que, en fait, Albert et Gordon ont eu l'intelligence de faire tracer les appels et les messages de Diane parce qu'ils avaient un petit doute, se rendre compte qu'elle est en communication donc avec Bad Coupe. Là, j'avoue, je l'avais pas du tout vu venir, donc mon cerveau a court-circuité. What? Et après, je t'ai envoyé un petit message WhatsApp. Meuf, j'ai le cerveau retourné par le texto qu'a reçu Diane. Je ne sais pas quoi en penser. Je vais aller fumer une cigarette pour digérer ça, quoi. Quelle est ta théorie ? J'ai plusieurs pistes. Donc, Diane, on sait qu'elle a eu un moment avec Bad Coupe. Donc, soit elle est complice de Bad Coupe depuis le début, enfin depuis des années, et elle a un peu été convertie par lui. Soit il a peut-être... bon, ça c'est un peu... Mais peut-être qu'il a utilisé un mot qui a activé un truc ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas.
Genre dans son texto, tu veux dire, c'est un code qui va la déclencher? Ouais, comme ou ça. même quand il l'a rencontré, en fait, la dernière fois, peut-être qu'il lui a dit oui. quelque chose. J'ai du mal à me l'expliquer, en fait, mais je pense qu'elle a l'air complice de lui, en tout cas. Mais ce qui est assez fou, c'est que c'est quelqu'un qui travaille avec Good Coupe et qui, du coup, sait ce que vaut ce mec, qui en plus dit elle-même que c'est pas le bon, que c'est pas lui. Et pourtant, elle collabore avec lui. Donc peut-être que c'est pour mener sa propre enquête, si je suis très généreuse et optimiste. Mais j'ai plus l'impression qu'elle est complice, quoi. Et on finit ces épisodes, comme d'habitude, avec des concerts. Et je voulais parler notamment du concert qui achève l'épisode 10. C'est une chanson qui est interprétée par Rebecca Del Rio. Et pour les fans de David Lynch, vous aurez sans doute reconnu peut-être son visage, peut-être sa voix, puisque c'est à elle qu'on doit ce qui est sans doute la scène la plus connue de toute la filmographie de David Lynch, dans Mulholland Drive, où elle chante une chanson dans un cinéma, une chanson qui s'appelle Llorando. Et donc là, elle chante aussi cette chanson très très belle qui s'appelle No Stars, qui a été coécrite avec David Lynch, et elle porte en plus une robe avec des chevrons comme dans la Black Lodge, donc il y a un petit clin d'œil. Et je voulais parler de la musique dans Twin Peaks The Return, puisque tu l'auras remarqué, c'est une approche assez différente de ce qu'on avait vu dans les 2 premières saisons de Twin Peaks, où il y avait que la musique de Angelo Badalamenti, qui était parfois très répétitive. Et là, en fait, on a des morceaux de Angelo Badalamenti, mais on a aussi une grande diversité, puisqu'on a les concerts, on a aussi des morceaux très connus comme Take 5 quand Dougie boit son café. Tous les morceaux de la Roadhouse, donc tous les concerts, ont été filmés en une seule journée. En gros, ils ont fait tourner le public pour avoir des membres du public différents à chaque fois, et ils ont filmé tous les concerts à la suite, donc très très efficace, Monsieur Lynch. Et en ce qui concerne les morceaux de Angelo Badalamenti, c'était des sessions improvisées, puisqu'ils ont composé sans script et sans base visuelle, avec juste des indications de David Lynch, et c'est comme ça qu'ils aiment bien collaborer d'habitude. Et par exemple, parfois Lynch disait le Texas. Et là, Angelo Badalamenti composait, et ils ont vraiment une collaboration qui est exceptionnelle, puisqu'ils arrivent toujours à se comprendre et à créer exactement ce qu'ils avaient en tête tous les deux, et à chaque fois ça fait pleurer Lynch, il est trop fan de Badalamenti. Cette fois-ci, ils ont fait ça par Skype, et la musique de l'accident, notamment très beau, l'accident de voiture, a été enregistrée en une seule prise. Lynch avait donné comme indication à Badalamenti qu'il voulait arracher le cœur des gens. Donc il a plutôt bien réussi. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en même temps, quand on utilise les vieux morceaux des 2 premières saisons de Twin Peaks, ça réactive tout de suite un petit peu la nostalgie qu'on a pour la série. Et je trouve que The Return fait très bien ça, puisqu'on est déstabilisé à plein de moments. Et dès qu'il le faut, il sait nous ramener au sentiment un peu plus réconfortant des 2 premières saisons, quoi. Et je finirai en disant qu'il y a une scène musicale qui a fait pleurer David Lynch quand ils l'ont tournée, mais je ne te dirai pas laquelle c'est. Ça va être Audrey qui danse sur la musique d'Audrey. Tu verras. Qui est ton MVP cette semaine, Marie? Allez, Albert. Il y avait un gros suspense sur l'identité du MVP. Et toi? Moi, c'est Candy. Vraiment, Candy est la télécommande, mais pour moi, c'est juste magique, quoi. Ta meilleure réplique? Bah, je crois que c'est... We were gonna go to the Bahamas. Et toi? Moi, c'est quand la meuf de la morgue et le flic racontent toutes les histoires du cadavre de Major Briggs et le fait qu'il n'y avait pas de tête, etc. Et Albert dit... What happens in season 2? Il se passe quoi dans la saison 2? Oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça excellent. Ouais. Quelques petits fun facts. La scène de Candy avec la télécommande n'était pas dans le script. En fait, c'est parce que Robert Nepper, qui joue un des 2 frères Mitchum, avait été blessé par une ampoule qui était tombée du décor, et Lynch a rajouté cette scène pour expliquer la blessure sur la joue de l'acteur. À chaque fois, quand Lynch est poussé dans ses retranchements, il arrive à créer certains de ses meilleurs trucs, et vraiment l'improvisation, il est très très fort pour ça. Eric Edelstein, qui joue l'inspecteur Fusco, qui a le rire très reconnaissable, qui glousse un petit peu, avait auditionné à la base pour un autre rôle, mais il ne l'a pas eu. Mais Lynch voulait absolument le faire jouer dans la série, donc il a fini par le faire revenir et lui donner ce rôle. Il lui a dit qu'il allait utiliser son rire un peu comme une partition, et donc en fait l'acteur pense que c'est parce qu'il avait gloussé pendant sa première audition que Lynch a voulu le garder, parce que son rire est vraiment devenu le truc iconique du personnage. Et d'ailleurs il dit qu'il est très reconnaissant à David Lynch, parce que avant ce rôle-là, on lui donnait que des rôles de méchants, de bad guy, et que en ayant ce rôle de mec un peu innocent, qui est le petit frère, ou comme l'a décrit David Lynch, ses frères l'adorent, et c'est un peu le mec sympa du groupe, bah sa carrière a totalement changé, et on l'a vu d'une manière différente alors qu'il était typecasté avant. La scène où Tammy, Gordon Cole et Diane sont devant le commissariat. Elle est tellement classe, là, Diane. Ouais. Tellement bien habillée.
C'est aussi une scène qui avait été improvisée. En gros, ils étaient tous les trois, ils avaient rien à faire. Et c'est David Lynch qui a dit « Attendez, on va filmer une scène qui n'était pas dans le script à la base, où je vais juste tirer une taffe sur la clope de Diane. » Et donc, ils se sont mis là tous les trois, il se passe rien, ils parlent pas, et on voit Tammy qui sait pas trop où se mettre. Et en fait, Christabel a expliqué qu'elle était gênée pendant cette scène et que, en gros, David Lynch a utilisé leur dynamique à tous les trois, puisqu'elle était très intimidée de jouer toujours ces scènes avec David Lynch et Laura Dern, qui sont des légendes. Et que donc, voilà, il a mis cette scène-là au milieu, juste pour le fun. Ce que j'aime bien dans No Stars, la chanson qui est chantée par Rebecca Del Rio à la fin, qui a donc été coécrite par Lynch, c'est qu'elle dit dans les paroles « Je rêve d'aller à l'endroit où tout a commencé, car nous vivons désormais dans un monde sans étoiles ». Et je trouve que ça représente assez bien le côté un peu sombre qu'on a dans ces épisodes. My dream is to go to that place, where it all began. Qu'est-ce que tu prédis pour les 2 prochains épisodes, Marie ? Je prédis qu'on va retrouver Audrey, parce que là, il y a quand même eu un gros focus sur son fils, qui est un gros connard. Je prédis qu'on va en savoir un peu plus sur Diane et son implication avec Bad Coop. Je prédis que les frères Mitchum vont s'en prendre à Dougie, mais qu'il va trouver un moyen de s'en tirer miraculeusement. Peut-être que Jenny va tomber enceinte. Je t'ai déjà posé la question plusieurs fois, mais j'aime bien vraiment faire ces points d'étape à chaque fois. Il nous reste 4 épisodes avant la fin du podcast sur The Return. Qu'est-ce que tu imagines pour la fin à ce stade ? Puisque là, on a fait à peu près les 2 tiers. La fin de la première série était tellement sombre et il y a tellement de moments sombres aussi dans cette saison que je pense que ça va finir sur un moment d'espoir. Évidemment, ce sera pas une fin heureuse, on n'est pas dans un Disney, quoi, mais je pense quand même qu'il va y avoir une certaine Cooper et Audrey dans une voiture au soleil couchant. Non, mais je pense qu'il va y avoir une certaine quiétude dans la fin. Merci de nous avoir écoutés, merci Marie. Merci Anaïs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira les épisodes 11 et 12 de Twin Peaks The Return. Si vous découvrez Twin Peaks ou Twin Peaks The Return en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On aime toujours lire vos réactions. Si vous avez aimé cet épisode d'Amis, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très vite. Et en attendant, si quelqu'un chasse une mouche à côté de vous, faites gaffe, quoi. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Est-ce que tu as des notes, Marie ? Oui, j'ai des notes. Alors, Cooper flew the coop, c'est pas mal. Qui était déjà ce que Albert avait dit dans les saisons originales de Twin Peaks. Les looks de Diane, incroyable. Ouais. Mais vraiment de la tête aux pieds. Et le vernis à ongles de Diane, où chaque doigt est d'une couleur différente, mais tout s'harmonise parfaitement. Ouais, c'est franchement, vraiment le costume design de cette série est au top. Ouais. Bon, j'ai fait référence à ça en intro, mais I Am Not Your Foot, la scène où Jerry regarde son pied, et tellement, il faut vraiment qu'il arrête de prendre de la drogue, quoi. Enfin, je crois qu'il est vraiment dans un... Est-ce que tu penses qu'il est dans les mêmes bois depuis 3 ou 4 épisodes ? Très clairement, je pense même qu'il est dans la même mètre carré dans ses bois, enfin, très clairement... Lui, c'est sa pause déjeuner. Ça m'a un peu fait penser pendant qu'on bossait à BuzzFeed dans les premières années où, parce qu'on était en temps décalé. Et du coup, parfois, je contactais Anaïs, elle me disait, c'est ma pause déjeuner. Et tu avais bien raison, mais c'était toujours le truc où j'étais, mais t'es sur ton ordinateur. Oui, mais c'est pas grave. Et ça m'a fait penser à ça. Les pauses, c'est très important. Oui, tu as raison. Est-ce que tu as remarqué, moi, un de mes moments préférés, c'est juste avant que Gordon ouvre la porte et voit Laura, il est en train de dessiner. C'est incroyable. Son dessin est incroyable. C'est un dessin qui semble avoir été fait par un enfant de 3 ans ou par moi. Globalement, je dessine à peu près comme ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'en plus, David Lynch est artiste. Donc, il le fait avec un sérieux absolument. C'est ça. C'est vraiment génial. En fait, la vie de Gordon Cole, en dehors de ses fonctions de mec du FBI, est vraiment fascinante.